Bonsoir. Ouais, c'est chouette, j'adore les micros. Donc c'est moi qui pose la première question. Avant la première question, je voudrais juste te remercier parce qu'on sait juste que c'est pas évident, même si on l'a pas forcément vécu individuellement, que parler d'un échec. Changer quoi? Ah ouais. Ok. Ça te va comme ça? Donc merci Julien. J'ai pas entendu la blague de là-bas, mais je vois que ça rigole. Ok, du coup Julien, juste pour commencer, est-ce que tu peux te présenter un peu ton parcours et puis on enchaîne? Eh ben, bonsoir à tous. Pour ma part, donc, je suis issu de Grenoble. J'ai fait mes études ici. J'ai commencé en tant que moniteur de snowboard et je faisais un petit peu de compétition. Après, j'ai fait un master en ingénierie marketing à l'IAE de Grenoble. Et puis, passionné par la mode et puis la suite de mon parcours dans le snowboard, je suis parti chez Rip Curl Europe à Housegore, dans le surf, donc en chef de produit. Ensuite, je suis parti à Londres travailler pour la marque Esprit. Ensuite, je suis parti à Bruxelles pour travailler pour Levi's Europe pendant presque 3 ans. Ensuite, je suis revenu en France pour travailler pour le groupe Happy Chic, donc les marques Jules, Brice et Bisbee. Et en parallèle, j'ai monté ma start-up What Size, qui était un service de recommandation de la bonne taille de vêtements pour vous aider à acheter vos vêtements sur Internet, en magasin et pour offrir. On parlera peut-être un peu plus du parcours tout à l'heure, mais en 2015, j'ai pivoté pour créer Serial Shoppers, qui était du coup un assistant shopping beaucoup plus généraliste. On a été accompagné par le programme HP Startup. On a fait une levée de fonds de 1,1 million. On a ouvert les bureaux à Paris et à Grenoble. On était une équipe à peu près de 7 personnes. En parallèle de ça, depuis 2015, j'étais Startup Advisor dans plusieurs startups, ce qui m'a permis aussi d'avancer un peu sur ma réflexion. Et l'aventure s'est terminée cet été, en 3 semaines, donc liquidation en septembre. Waouh. Ok, donc là tu es dans une phase que tu vas nous raconter un tout petit peu. Tu peux nous dire un petit peu ce qui s'est passé, comment tu as analysé les choses et ensuite on viendra à comment tu vis tout ça. Alors c'est toujours un petit peu compliqué de revenir sur l'échec, parce qu'en start-up, il y a tellement de raisons qui font que de toute manière l'échec, on le vit pratiquement tous les mois, toutes les semaines, tous les jours. Donc il y a un moment donné, effectivement, on développe ce côté résilience. Donc le côté liquidation, finalement, c'est un échec de plus, un peu plus gros, mais en même temps, on a quand même appris au fur et à mesure à travailler avec et à essayer d'avancer dans cette direction. Alors ce n'est pas pour autant facile, puisqu'effectivement, quand on a travaillé 7 ans sur un projet personnel, qu'on a mis un peu tout dedans, et puis que du jour au lendemain, ça se termine, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué à gérer à la fois, même physiquement, et puis surtout moralement, pour essayer de savoir ce qu'on va faire derrière. Sachant qu'en entrepreneur, on n'a pas forcément droit, que ce soit au chômage, à des différentes aides, etc. Donc c'est vrai qu'on a cette obligation de retrouver quelque chose très rapidement. On n'a pas trop l'occasion de se reposer un petit peu sur nos lauriers, ni de prendre le temps de se reposer. Donc il faut y aller. Après, moi, j'ai continué du coup dans le consulting, dans les startups que j'accompagnais. Donc heureusement, pour l'instant, je m'en sors pas trop mal. Après, c'est vrai qu'il y a aussi ce besoin de se reconstruire et de travailler sur un projet un peu plus à long terme. Après, le temps que j'ai passé pour travailler un petit peu sur cet échec, en essayant de comprendre l'échec dans son ensemble, je le diviserai en 4 grandes étapes. 2 pré-échec et 2 post-échec. La première étape, ça serait un petit peu le côté quotidien. Le côté on est dedans, on prend des décisions, on avance, mais on ne sait pas encore les répercussions qu'elles vont avoir. On sait une chose, c'est que si vous avez les bons outils après coup, si on a le bon accompagnement, si on prend le temps de prendre du recul, de se poser les bonnes questions, on a quand même moins de chances de faire un certain nombre d'erreurs qui seraient quand même compliquées. Après, a posteriori, il y a beaucoup d'erreurs qui font qu'on aurait dû tester le marché plus tôt, il faut tester les hypothèses, il faut monnayer beaucoup plus rapidement, les pivots ont été probablement faits un petit peu trop tard, il y a peut-être quelques erreurs également au niveau management, et c'est vrai que tout ça font qu'au fur et à mesure, ça s'accumule. La deuxième étape, c'est, alors je n'ai pas trouvé de mot en français, mais c'est un acronyme business américain, WFIO, qui veut dire We are fucked, it's over. Et c'est le moment où finalement vous vous rendez compte que de toute manière vous pouvez faire ce que vous voulez, de toute manière c'est terminé.
Donc la vie est bien faite quand même. De toute manière, vous ne laissez pas tomber et vous abandonnez pas tout, puisque de toute manière, vous avez quand même des responsabilités, puis il faut liquider la société. Quand on a des salariés, moi j'avais des bureaux à Paris, à Grenoble, du matériel, etc., il faut liquider un certain nombre de choses. Donc malgré le fait qu'on sait que depuis fin juillet, la start-up s'était terminée, et ben, j'ai dû rester jusqu'à fin septembre pour accompagner un petit peu tout ça, aider les salariés à retrouver du travail, etc. Et puis après, on pense à nous. La troisième étape post-échec, c'est un peu l'étape où je suis maintenant, c'est le côté un peu, comment on va dire ça, sentiment. Le côté où on est post-échec, et puis à un moment donné, il faut se remettre en question. Donc il faut arriver à reprendre confiance, il faut arriver à aller de l'avant, il faut arriver à retrouver un projet professionnel, parce que ça se fait pas non plus comme ça. Et donc c'est vrai que c'est une période qui est quand même relativement difficile, d'où l'avantage aussi d'être accompagné. Donc comme l'a dit un petit peu Eric, moi je suis rentré chez 60 000 rebonds en fin d'année. Donc j'ai commencé avec un coach et une marraine, et puis pour l'instant ça se passe très bien. Ça permet un petit peu justement d'avoir la vie de personne et de ne pas rester seul dans son échec. Parce qu'une des plus grosses problématiques qu'on a eues, enfin moi que j'ai eu en tout cas quand j'ai terminé l'aventure, c'est qu'on passe d'une aventure à 200 à l'heure avec du monde en permanence, à se retrouver un petit peu seul chez soi avec Netflix et la musique. Et il y a un moment donné, effectivement, le fait de pouvoir sortir un peu de chez soi, de pouvoir parler à des gens, de pouvoir prendre du recul, c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même relativement important. Et la dernière étape, que moi personnellement je n'ai pas encore passé, mais peut-être que d'autres l'ont déjà fait et témoigneront après, c'est l'étape où l'échec devient un bénéfice. L'échec, le rebond, vous permet de voir un peu ce que vous avez fait et tout le travail accompli qui vous a permis de rebondir là où vous en êtes. Je terminerai juste ce passage pour dire qu'il y a vraiment, quand j'ai fait cette analyse de l'échec, il y a deux choses qu'on analyse souvent dans l'échec, ce qui n'a pas marché. Donc effectivement, c'est la principale question qu'on se pose, mais il y a aussi beaucoup de choses analysées dans l'échec sur les choses qui ont marché. Puisque finalement, pour avoir duré 7 ans, il y a quand même 2-3 choses que j'ai dû faire pas trop mal. Donc c'est aussi important de savoir lesquelles pour pouvoir après rebondir sur les choses qu'on a bien faites et qu'on est capable de reproduire. Et puis les erreurs qu'on a pu faire dans le passé, essayer de les faire différemment. Je pense qu'il y a surtout un problématique de process aujourd'hui en start-up, où aujourd'hui on a toujours un peu l'intention de dire, c'est pas un peu freestyle, mais bon, on commence à se professionnaliser, il y a des accompagnements, etc. Moi j'ai la chance d'être passé aussi au Tarmac, à Get1, dans le programme HP Startup, j'ai eu pas mal d'accompagnements de ce côté-là. Donc c'est vrai que ça vous permet quand même d'aller un petit peu plus loin, de bien définir les process, et quand vous restez tout seul de votre côté, c'est encore plus compliqué. Est-ce que tu t'es vu te planter ? Est-ce qu'il y a un moment, tu t'es dit oulala, j'y vais ? Parce que si j'ai bien compris, ça s'est quand même liquidé super vite. L'aventure a duré longtemps. Est-ce qu'à un moment tu t'es dit, et est-ce que c'était vraiment proche de la fin, où tu t'es dit ça y est, je suis planté ? Alors effectivement, on le sent quand même venir. Il y a des signes, et puis de toute façon, comme je disais tout à l'heure, en start-up, on rencontre un petit peu ce côté échec et ce côté tous les jours. Donc c'est vrai que la plupart du temps, on arrive à passer outre. Et il y a ce moment où on sait qu'à un moment donné, on passera pas outre. Donc oui, je l'ai senti venir parce qu'on était en train d'essayer de boucler notre deuxième levée de fonds. Et on avait des retards technologiques au niveau du produit assez importants. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on savait que si on passait pas ce cap et qu'on produisait pas la plateforme assez vite, de toute manière, ça allait arriver. Après, moi, j'ai pris mes responsabilités, puisqu'à partir de juillet, je pouvais pas payer les salaires, donc je me suis mis en cessation directement, le 22 ou le 23. Et après, je suis passé au tribunal, il n'y avait qu'une session, c'était au mois d'août, je crois que c'était le 3, et je suis passé en liquidation directement. Donc la fin de l'aventure, elle a quand même eu lieu en 3 semaines. Donc c'est vrai qu'après, il y a l'été, etc. C'est quand même relativement rapide. Et comment on se sent à ce moment-là ? Pendant ces 3 semaines, on arrive à gérer ? Comme je disais tout à l'heure, c'est un petit peu le moment, la deuxième étape. Donc on est dedans, donc finalement on est en train de tomber, mais on ne peut pas abandonner, un peu comme un capitaine, il ne va pas abandonner son navire, et à un moment donné on a quand même la responsabilité, j'avais des responsabilités au niveau des investisseurs, au niveau des gens qui m'ont fait confiance, au niveau des salariés, au niveau de beaucoup de personnes. Donc on ne peut pas juste se dire c'est terminé, on craque, etc. Puis on a bien le temps de craquer juste après. Finalement, 1 mois, 2 mois, quand de toute manière on sait
on sait que ça on va se planter. Autant, alors après c'est propre à chacun, hein, mais je me dis que autant faire les choses bien, donc essayer de prévenir un peu toutes les personnes avec qui on a travaillé. On a quand même fait, je vous ai dit, une levée d'1,1 million, donc à un moment donné, on avait quand même un certain nombre de partenaires qui ont perdu aussi dans l'histoire, donc il n'y a pas que nous qui nous ont fait confiance. Donc c'est vrai qu'on essaye de faire on a essayé de faire le process entre guillemets le mieux possible, même si de toute manière il n'y avait pas de solution idéale. Ok, bravo en tout cas. J'ai une question qui est assez classique, mais qu'est-ce que tu as appris et est-ce que tu as l'impression d'avoir progressé finalement? Est-ce que tu as confiance en l'avenir et est-ce que tu te dis déjà je vais retenter une aventure entrepreneur? Est-ce que tu as déjà appris quelque chose? Est-ce que tu ferais les choses différemment? Ça fait plein de questions. Ouais, ça fait beaucoup de questions en une, mais je vais essayer de répondre. Après l'analyse, encore une fois, de cet échec, quand je dois refaire un peu la vue globale de ce qui s'est passé pendant 7 ans, la première chose que j'en retire, c'est de l'apprentissage. Parce que finalement, cette expérience en start-up, elle m'a quand même permis une chose, c'est d'apprendre énormément de choses différentes et beaucoup plus vite. Aujourd'hui, j'ai des connaissances, alors j'en avais quelques-unes avant parce que j'ai fait un master généraliste, mais j'ai des connaissances beaucoup plus abouties en levée de fonds, en compta, en développement produit, en marketing, en business, etc. Et c'est des choses qui font qu'on est obligé de se confronter relativement rapidement au marché, donc on échoue vite, donc on apprend vite, entre guillemets. Le tout, c'est d'essayer d'aller le plus rapidement possible pour apprendre un maximum de choses. Et c'est vrai que 7 ans en tant qu'entrepreneur, je ne peux pas faire le parallèle avec ce que j'ai appris pendant mes 7 ans en grand groupe, même si c'était de magnifiques expériences. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'en start-up, j'ai appris énormément de choses. Pour la deuxième question, si j'en avais les capacités aujourd'hui, je repartirais directement de toute manière sur un projet entrepreneurial. Ça, c'est si je pouvais le faire, etc. Après, il y a la réalité de la vie, il y a des moyens financiers, j'ai une famille, j'ai 2 enfants, etc. Donc, il y a un moment donné, il faut aussi aller de l'avant, et puis il faut accepter que tout se passe pas forcément comme prévu, et qu'il y a un moment donné, peut-être qu'il faudra que je repasse par du salariat, peut-être qu'il faudra que je repasse par un autre projet qui sera peut-être pas le mien, avant de rebondir dans quelques années sur quelque chose de différent. Mais en tant que tel, pour répondre à ta question, oui, je remonterai quelque chose. Je vois pas cet échec comme quelque chose de définitif. On apprend de toute manière, et puis finalement, si c'est pas cette fois, ça sera la fois d'après, si c'est pas la fois d'après, ça sera celle d'après. Mais finalement, c'est le voyage qui est intéressant, c'est tout ce qu'on apprend, c'est les personnes qu'on rencontre, c'est tout ce qu'on fait, et c'est ça qui finalement rend l'expérience startup si enrichissante, et pas simplement le fait de dire on a réussi, on est devenu riche, etc. quoi, qui fait un peu cliché. Une dernière question avant peut-être de passer la parole à l'auditoire. Comment tu te sens aujourd'hui, là, ce soir, de raconter ton histoire? Ça a l'air d'aller, mais par ton avis? Non, ça va. Après, ça fait un peu comme une mini psychanalyse à l'intérieur de nous. C'est vrai que moi, j'en parle beaucoup. J'ai pas de problème avec ça. J'ai rarement eu des problèmes avec l'échec, donc ça me pose pas vraiment de problème. Et au contraire, je vois ça vraiment plutôt. C'est peut-être ma culture anglo-saxonne de base, qui fait que effectivement le côté échec est un passage, alors pas obligatoire, on est d'accord, mais en tout cas si on y passe, c'est ce qu'on va faire après qui est important. Donc non, c'est compliqué quand même au niveau moral, au niveau projet, au niveau savoir où je veux aller, comment je vais le faire, comment je vais me débrouiller, etc. Il y a plein de questions qui viennent, il y a plein de choses qui se mettent, qui arrivent tous les jours, et puis il y a le côté procrastination, il y a le côté perte de confiance, il y a beaucoup de choses, mais comme je vous ai dit, je suis dans l'étape 3, donc j'ai quand même confiance de me dire, il y a un moment donné, je vais rebondir sur quelque chose d'autre, je ne sais pas quand, mais en tout cas, j'y travaille aussi, et j'essaye d'avoir un certain nombre de projets qui me permettront de rebondir sur quelque chose d'autre. Ok, merci pour ton témoignage et ta sincérité. Dans la salle, peut-être, des questions? Greg? Moi, je voudrais savoir comment tes proches ont vécu. Est-ce que tout le monde a entendu la question ou est-ce que je répète? Je répète pour le micro. La question c'est comment tes proches ont vécu cette aventure-là? Alors il y a eu plusieurs étapes. La première étape assez intéressante, c'est quand je me suis lancé en 2010. Déjà le côté start-upper était beaucoup moins cool que maintenant. Et puis ma mère et mon père qui m'avaient payé un bac+5, des voyages à l'étranger, des expériences, quand je leur ai dit je plaque tout, je deviens entrepreneur et start-upper, c'est vrai que sur le moment, il y a eu quelques déjeuners houleux à faire comprendre et à faire un peu ce process. Et puis c'est vrai que j'ai été beaucoup moins accompagné à l'époque que je l'ai été en 2014, 2015 et après.
Après, ils ont bien fini par comprendre, au bout de 7 ans, que de toute manière, c'était plus dans ma nature et c'était plus quelque chose dans lequel je pouvais m'épanouir, qui fait que finalement, ils ont compris et puis ils y viennent aussi. Donc, moi, j'ai aussi la chance, ma femme est entrepreneur aussi, donc elle comprend un petit peu, on fait des sacrifices, on fait ce qu'il faut, mais en tout cas, je suis bien entouré de ce côté-là, heureusement, j'ai pas ce problème-là. T'as pas eu droit, je te l'avais dit. Il y avait alors, on demande des conseils pour des gens qui voudraient se lancer. Alors des conseils, il y en a beaucoup. On pourra échanger si tu veux tout à l'heure un peu plus dans le détail. Ça dépend du stade dans lequel tu es. Je pense que le plus important quand tu es un peu entrepreneur et que tu as envie d'avoir un projet, c'est déjà de te lancer. Parce qu'être entrepreneur, c'est déjà être dans l'action. Et la problématique qu'on a souvent sur un projet, enfin moi j'ai eu l'idée en 2005, je me suis lancé en 2010, donc j'ai fait mon action, etc., j'ai fait mes projets, mais en tant que tel, j'avais toujours une bonne raison de ne pas y aller. Et ça, des raisons, t'en trouveras tout le temps, et vraiment le plus dur, véritablement, c'est de se lancer. C'est comme le vélo, une fois que tu as commencé à pédaler, à un moment donné, tu es dedans. Donc de toute manière, tu apprends, tu tombes, tu te relèves, tu recommences, etc. Mais tu apprends. Donc ça permet d'avancer. Le deuxième vrai conseil, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est ne pas croire que le côté start-up, c'est un côté vraiment freestyle. C'est je vais avoir une bonne idée, je vais faire ça, ça va marcher du jour au lendemain, je vais faire un produit, etc. Il y a quand même un certain nombre de process sur le fait de dire il y a des choses qui se font, tester ses hypothèses, ne pas forcément attendre d'avoir fait 12 mois de développement produit pour aller voir le marché, ne pas aller voir dès le jour 1 un investisseur en disant j'ai l'idée du siècle, etc. Donc ça paraît bête, mais c'est encore beaucoup le cas. Et c'est vrai que dans beaucoup de startups que j'accompagne, j'ai encore cette phrase magnifique où les gens me disent non mais moi l'argent c'est pas un problème. Et là, tu prends le recul, tu le sais, mais ils veulent pas l'entendre à ce moment-là. Donc je pense qu'à un moment donné, il y a aussi quand tu es entrepreneur, il y a ce côté, alors il faut savoir prendre l'information, il faut savoir écouter quand même les gens, après il faut savoir agir en conséquence. Tu peux pas écouter tout le monde, mais c'est vrai que c'est là où ça devient compliqué d'être entrepreneur, c'est qu'à un moment donné, tu dois prendre les bonnes décisions avec le minimum d'informations, et puis tu dois vivre avec. Le monsieur devant, Jean-Philippe. Sébastien. Plus spécifiquement, le Julien de 2018 aujourd'hui, quel est le conseil que tu donnerais au Julien de 2010 avant de se lancer? Alors, le conseil du Julien de 2018 pour le Julien de 2010 avant de se lancer. Bonne chance. Non, finalement, non, mais c'est une bonne question. La problématique de cette question, c'est est-ce que j'étais prêt à l'entendre à l'époque? C'est que je suis aussi où j'en suis aujourd'hui parce que j'ai fait tout ce parcours-là. Bien sûr, je pourrais me dire aujourd'hui, fais pas de la même manière, va tester ton marché, monétise, travaille plutôt ton business model. J'ai une citation que j'ai discuté avec plusieurs entrepreneurs quand j'ai échoué, et des serial entrepreneurs, et ils m'ont dit une chose super intéressante qui était de dire quand tu fais ta première start-up, la problématique c'est que tu es amoureux de ton produit. Et quand tu fais la deuxième, la troisième, etc., tu deviens amoureux de ton business model. Et déjà, tu n'es plus dans la même dynamique parce que tu acceptes de faire un certain nombre de choses, de changements que j'ai pas su faire avant. Parce que j'étais dans mon idée, ça va marcher, j'en suis sûr, en plus je suis du milieu, j'avais les contacts, etc. Il y avait toujours une bonne raison qui faisait que non, il ne fallait pas se remettre en question sur ce niveau-là. Et preuve en est que voilà, j'ai duré 7 ans, c'était très bien, mais en tant que tel, le business model n'a pas été validé comme il aurait dû l'être. Et ça, c'était probablement la plus grosse erreur que je devrais corriger si je devais retourner en 2010. Ok, Jean-Philippe? Oui, tu as évoqué les investisseurs et les salariés qui ont évidemment été touchés par la situation. Tu n'as pas dit comment tu avais géré ça. Et pour toi, est-ce que c'est différent de gérer l'impact de l'échec sur les autres et l'impact de l'échec sur les autres? Alors, je répète la question dans l'ordre. Donc, tu as parlé des investisseurs et des salariés. Comment on gère l'impact que peut avoir un échec sur ces personnes-là par rapport à ta perception individuelle à toi? Alors on verra avec les autres s'ils ont la même perception que moi, mais finalement ça s'est vraiment bien passé, autant que ça peut se faire. C'est-à-dire que de toute manière, à partir du moment où on a fait tout ce qu'il fallait, il n'y a pas d'erreur de gestion, il n'y a pas un certain nombre de choses, etc. Ils ont quand même cette compréhension du fait qu'ils ont investi dans une start-up, ils sont venus travailler dans une start-up, donc c'est un risque. Et finalement,
si je peux dire ça, ils l'ont mieux pris que moi. Je me suis mis une pression énorme à vouloir faire les choses bien, à essayer de leur faire des rapports vraiment pointus sur toutes les raisons etc., comment on pouvait vendre, pas vendre, etc. J'ai passé du temps avec les salariés pour essayer de tous leur retrouver un autre emploi, avec des contacts, des lettres de recommandation, etc. Donc finalement, je pense que je me suis beaucoup mis la pression par rapport à eux, puisque finalement, ils ont tous retrouvé, et puis finalement, ils étaient couverts de toute manière par le côté chômage, et puis les investisseurs, même si ça ne m'enchante pas et que c'est malheureux, ça fait aussi partie du risque. Et ça, heureusement, ils l'ont bien compris, et on a gardé cette relation. Merci. Je vous propose de retrouver Julien au moment du cocktail tout à l'heure, parce qu'il faut qu'on laisse la place à Pierre. Merci Julien. Merci.